On voit ici la crise à l'intérieur de la démocratie libérale Oui. ou les idéaux occidentaux. Il y a eu un dévoiement par le colonialisme, on a un dévoiement dans un capitalisme sauvage, et maintenant on a un dévoiement dans cet individualisme et qui devient surdimensionné, où l'individu réclame de plus en plus de liberté et d'élargir son espace libéral de la sorte que la liberté devient autodestructrice et sans prendre en considération quelles sont les aspirations de la collectivité. Repère avec Louis-André Richard. Sami Aoun est la raison au service de la modération dans l'espace public. Depuis le 11 septembre 2001, à cette époque où nous avions cru atteindre un certain équilibre dans la vie civique, nous avons vu advenir toutes sortes de formes d'attentats qui ont brisé cet ordre fragile dans lequel nous nous étions inscrits. Aujourd'hui, nous allons écouter le politologue Sami Aoun, spécialiste de la question de la démocratie, du rapport à l'islam et à la chrétienté dans l'espace public. Fort de plusieurs années d'expérience dans le domaine, Sami Aoun a à cœur de trouver les solutions et les modus vivendi adéquats pour la vie citoyenne. Bonne écoute. Sami Aoun, bienvenue et merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation pour cette conversation. Merci bien d'avoir pensé à moi dans cette série très intéressante et vraiment à suivre. Alors écoutez, nous sommes le 11 septembre 2023, c'est le jour de l'enregistrement de cette conversation. Si je le précise, c'est que c'est quand même, c'est pas un moment banal, c'est le 11 septembre, ça rappelle le 11 septembre 2001, et la raison pour laquelle j'initie cette conversation avec vous, c'est que vous êtes professeur de philosophie politique, vous êtes libanais d'origine, et vous êtes un des grands spécialistes de la question du Moyen-Orient, la cohabitation que l'on souhaite la plus harmonieuse possible entre la religion et la société civile. Alors, d'entrée de jeu, comme ça, d'abord, je vous demanderais, depuis cet événement emblématique du 11 septembre 2021, depuis ce moment-là jusqu'à aujourd'hui, comment aujourd'hui vous voyez les choses, comment se pose pour vous la question de la cohabitation entre le religieux et le politique pour la société québécoise dans laquelle nous sommes inscrites? Le 11 septembre reste un événement sinistre, odieux, et qui est gravé dans ma mémoire et la mémoire des victimes particulièrement. Peut-être aujourd'hui, il a perdu, si vous voulez, son facteur structurant dans la géopolitique et les relations internationales. Ça a été peut-être concurrencé ou damé par d'autres événements aussi tragiques et vraiment qui font horreur. Première impression qui reste assez actuelle dans mon esprit, c'est l'incompréhension qui est entre l'Occident en général et le monde musulman, de un. De deux, entre les États-Unis et le monde musulman. Et à vrai dire, les États-Unis ont entretenu de très bonnes relations stratégiques, géopolitiques avec l'islam en général et les courants islamiques et les États islamiques. N'oublions pas que ceux qui ont perpétré cet acte horrible, terroriste, étaient avant dans la stratégie américaine, d'une façon ou d'une sorte. Oussama Ben Laden, Al-Qaïda, fonctionnaient dans la stratégie américaine pour abattre l'Union soviétique. Alors ça, il ne faut pas certainement sous-estimer. Deuxième point, le 11 septembre est arrivé pour mettre fin, si vous voulez, à l'euphorie qui est venue en 1989 avec la chute du mur de Berlin et justement l'effondrement de l'Union soviétique, qui montrait qu'on a un nouvel ennemi, fictif peut-être, virtuel peut-être à un certain moment, ou construit, qui serait à ce moment l'islamisme et le terrorisme islamiste. Ça, c'est un niveau. Je vous arrête une seconde parce que c'est très intéressant ce point de vue. Je me disais, est-ce que en 2001, on n'avait pas l'impression, outre les tensions qui pouvaient régner dans les ennemis politiques de l'Occident, est-ce qu'on n'avait pas aussi l'impression qu'on avait atteint comme une espèce de
je dirais, de moments opportuns où le religieux était banni de l'espace public et qu'on avait trouvé une manière de vivre la démocratie à l'abri des incursions de la religion dans le monde de la vie publique. Oui, c'est une impression qui est plutôt européenne, française, particulièrement peut-être Canada, le Québec, mais pas aux États-Unis. Aux États-Unis, le religieux est resté omniprésent dans leur vision du monde, dans leur approche avec leurs alliés. Alors, dans les 56 pays musulmans, on sait très bien que les États-Unis étaient un allié de taille. Et eux aussi étaient des alliés assez fidèles à la politique américaine. C'est en ce sens qu'il y a un bris. Mais l'autre niveau de votre réflexion très pertinente, je la vois à un niveau assez intéressant. Peut-être aux États-Unis, où le religieux est toujours présent, malgré que le fait que les États-Unis ont un État laïque, un sécular, comme on dit, ou le sécularisme britannique. Mais, à vrai dire, dans les réalités, la société restait toujours vitale, religieusement. Et la religion, comme déjà Tocqueville, que vous connaissez bien, l'a très bien signifié, c'était quand même un lien indéfectible pour garder l'harmonie, l'ordre de la société américaine. Alors, en ce sens, oui. Maintenant, ce qu'on voit, qu'il soit au Québec, au Canada ou surtout dans la culture européenne, il y a ce retour de religieux. Et un retour, soit il est dû pour des changements démographiques où la diversité religieuse vient de plus en plus cautionner ce point que les communautés musulmanes, les communautés des chrétiens d'Orient, les hindous et les bouddhistes deviennent de plus en plus des citoyens quand même à égale entière. Alors c'est en ce sens qu'on est plus sensible à leur vue, à leur façon de se comporter, à leurs us, à leurs coutumes. Et en ce sens, le retour de religieux. Mais ce qui est inquiétant, c'est pas ce fait social ou anthropologique comme vous exprimez. C'est plutôt l'instrumentalisation du religieux pour des fins politiques, soit d'une façon négative, c'est-à-dire de déstabiliser la démocratie libérale, déstabiliser l'appartenance citoyenne et la loyauté citoyenne qui devrait primer sur les autres loyautés extraterritoriales. Alors, en ce sens, oui, le religieux est invité d'une façon assez agressive, je dirais, dans le quotidien, dans la décision politique, dans la décision étatique. Et en ce sens, on voit que, à titre d'exemple, la France, sa laïcité, je dirais, inconditionnelle, si on se permet cette expression, elle est sous vraiment une pression pour devenir une laïcité plus ouverte, plus accommodante avec le religieux. Ce point, peut-être, il est respectueux si jamais ça touche la foi. Oui, alors pour la foi, assurer plus de liberté, encadrement libéral à la foi, ça c'est possible. Mais ça devient nocif ou pour des conséquences négatives quand on veut avec la foi introduire surtout les lois religieuses. Oui, à ce moment, ça devient plus polémique à mon sens. Et on le voit non pas simplement dans les pays musulmans et pays arabes et en France ou en Europe en général, on le voit même en Israël. On voit cette montée de sionisme religieux qui veut taper fort sur la modernité politique qui a fondé l'État d'Israël et qui a laissé les Israéliens, les élites au moins, être fiers qu'ils sont une partie de la mouvance démocratique libérale. On le voit aujourd'hui, on fait appel à renverser cette loi ou ce code civil ou ces lois positives en faveur d'une loi religieuse juive. Alors, c'est partout, il y a cette crise, si vous voulez, entre le retour de religieux qui est antinomique au fondement de la démocratie libérale. Oui, démocratie libérale moderne. Mais je dirais de façon naïve, à qui profite ce retour du religieux? Qui sont les acteurs pour qui cette distinction que vous avez établie entre la foi et la religion qui veut imposer ses codes légaux,
l'impression qu'on a quand on est de l'extérieur, c'est de dire, ben, il y a des croyants musulmans qui vivent chez nous, qui n'ont pas nécessairement ce programme ou ce projet en tête, mais il doit y en avoir une partie qui a ce projet. Comment on fait la part des choses? C'est très difficile, ce point. La responsabilité incombe particulièrement sur l'État, certainement, les instances gouvernementales, les instances judiciaires, législatives, ça c'est clair. Mais ce qui est aussi incombe à ce point sur les musulmans eux-mêmes. Comment ils vont traiter leur citoyenneté nouvelle, disons comme ça, et en relation avec les lois fondamentales et surtout la question de la sécularisation et particulièrement, au moins au niveau intellectuel, ce qu'on appelle le siècle des Lumières. Est-ce qu'ils voient que cet universalisme occidental est un particularisme occidental ou c'est vraiment, il est universel et ils vont essayer de l'interpeller, de dialoguer avec les idéaux de cet universalisme, qu'il soit particulièrement le primat de la raison et permettre à la raison d'être autocritique et critique, et le primat de la liberté individuelle sur les droits communautaires et collectifs, parce qu'après tout, dans les démocraties, les musulmans sont vraiment intéressés. Est-ce qu'ils vont défendre des droits communautaires en sacrifiant le droit de la liberté, comme on voit ici et ailleurs, ou au contraire, ils vont chercher un équilibre qui est déjà dans la démocratie libérale occidentale, au Canada, au Québec particulièrement. Alors, l'autre point qui est important, est-ce qu'ils vont considérer leur participation dans ces sociétés canadiennes, québécoises, libérales, sécularisées, comme simplement un stationnement entre une pause de leur vie ou c'est vraiment ils vont s'intégrer à l'intérieur. Personnellement, sans être trop naïf, je crois que oui, il y a des libéraux musulmans, des musulmans qui vont travailler à ce qu'il y ait une nouvelle théologie accommodante en réconciliation entre leurs enseignements classiques, traditionnalistes, et le siècle nouveau. Et en ce sens, pour beaucoup de ces musulmans libéraux, ou la modernité ou la marginalité. Alors oui, c'est vrai, en islam, il y a les deux. Malheureusement, pour l'instant, le courant, l'approche libérale en islam est faible. Il y a une ambition laïque, il y a une ambition démocratique, ambition libérale, mais elle n'est pas épaulée, ni par les majorités dominantes, ni les élites au pouvoir. Preuve en est l'échec du printemps arabe, qui, si vous me permettez, était une réaction contre le 11 septembre, à vrai dire. Oui. C'est-à-dire, ils ne voulaient pas cette confrontation de fin apocalyptique avec l'Occident. Et ils ont compris dans les printemps arabes, malgré tout autour des théories de complot vers le 11 septembre, comme autour du printemps arabe, ils ont compris que si jamais il y a une réforme, elle devrait être de l'intérieur, par leur propre responsabilité, d'aller s'engager sur la voie de la démocratisation et de la libéralisation. Et c'est pourquoi les slogans du printemps arabe, c'était dignité et liberté, non pas libération de l'ennemi, mais liberté individuelle. Mais malheureusement, pour l'instant, et si on remarque bien, malgré toutes les tentatives, cet effort de réforme, il est souffrant. Il n'est pas vraiment à un niveau d'appliquer son idéologie ou sa vision sur la dynamique de l'ensemble du monde musulman. On a quelques points lumineux, mais on voit aussi des régressions. Par exemple, le cas de la Turquie, d'une laïcité, et maintenant on voit un retour de religieux avec beaucoup de, je dirais, de fanatisme, et aussi avec des plans de déstabilisation des communautés musulmanes qui sont partie prise et qui sont engagées dans les sociétés occidentales libérales. Au contraire, on essaye de les surchauffer les esprits musulmans ici, et ce qui fait
Malheureusement, on a des soupçons sur eux. Même il y a dans la littérature des gens qui disent « Ah, ce sont des ennemis intimes ». Alors c'est lamentable. C'est lamentable pour la citoyenneté, c'est lamentable pour ces communautés visées par cette affaire. Vous, Sami Aoun, vous avez quitté le Liban et vous êtes venu ici au Québec. Vous vous êtes merveilleusement intégré, si je puis dire. Mais quand je vous écoute, je vous pose une question sur cette société d'accueil. Entre le moment où vous êtes arrivé ici et le point où nous en sommes aujourd'hui, parce que je vous écoute souhaiter, évidemment, la meilleure intégration possible pour nos concitoyens qui viennent du Moyen-Orient dans notre système démocratique actuel, moderne. Mais qu'est-ce que vous dites à quelqu'un qui remettrait très en question l'évolution de notre propre référence démocratique moderne actuelle? On a l'impression parfois que finalement ce qu'on a à offrir n'est plus ce qui était le projet initial qui, au fil des années, s'est effrité. Oui, et il y a un délitement certainement sûr et certain, mais aussi on voit ici la crise à l'intérieur de la démocratie libérale ou les idéaux occidentaux. Il y a eu un dévoiement par le colonialisme, on a un dévoiement dans un capitalisme sauvage, et maintenant on a un dévoiement dans cet individualisme et qui devient surdimensionné, où l'individu réclame de plus en plus de liberté et d'élargir son espace libéral de la sorte que la liberté devient autodestructrice et sans prendre en considération quelles sont les aspirations de la collectivité. Et c'est un point, vous l'avez bien raison de le souligner. Et on le voit dans le populisme, par exemple, où il y a une mobilisation populaire. On le voit dans le wokisme, par exemple, ce qui est louable d'être awake, d'être éveillé, mais de prendre une idéologie où ce sentiment est imposé comme au centre de la société et comme une façon de dire que cet homme blanc ne sert plus à rien et que son projet est un projet de domination, et ne pas voir dans ces valeurs universelles que malgré leur peut-être dérive au niveau politique, géopolitique, mais reste qu'elles ont répondu à un besoin de l'humanité. Et qu'ils sont foncièrement humaines. Et c'est la première fois qu'on traite le genre humain indépendamment, d'après la Révolution française et par après, que le genre humain est en tel et la centralité de la dignité humaine. Alors ça, c'est une crise qui est propre à cette société. Pour nous, ici au Québec, malheureusement, l'État-providence est essoufflé. Et on n'arrive plus à répondre aux besoins, parce que peut-être les besoins sont devenus assez urgents, assez intenses à un certain moment. Mais aussi, il faut comprendre que le modèle démocratique libéral, je parle du Québec particulièrement, il a une offre assez généreuse en général. Même si je suis déçu de cette offre sur un point qui ne correspond pas peut-être à ma conviction morale ou éthique, comme le débat que vous connaissez, que vous suivez beaucoup sur la théorie de genre ou les chirurgies de changement de sexe et d'autres. Mais j'ai d'autres points qui sont très satisfaisants pour moi. Je ne veux pas répondre à la crise de la démocratie libérale par essayer de chercher un autre contre-modèle. Je ne veux pas le chercher dans un modèle autoritaire. Je ne veux pas le chercher dans le despotisme, ni dans la dictature d'un seul parti ou d'un seul homme. Alors, sur ce point... Je vous arrête une seconde, puisque vous touchez quelque chose qui m'est particulièrement cher. C'est très juste ce que vous dites. Mais je me dis, est-ce que c'est pas le meilleur moyen, c'est-à-dire cette pluralité des options qui en soi est bonne, mais est-ce que c'est pas aussi le meilleur moyen de tuer toute possibilité de réflexion sur la base très pratico-pratique de dire, mais puisque l'éventail des possibles est énorme, eh bien, on va pas se donner la peine de se demander si la voie A a quelque chose de plus humanisant, de plus digne à suivre que la voie B, puisque comme les deux voies existent, voilà, on ne discute plus, on ne réfléchit plus,
on choisit la voie qui fait notre bonheur. Sur cette question de l'individualisme, je pense qu'on peut faire un lien là. J'aimerais vous entendre. Comment vous voyez, est-ce que vous êtes d'accord avec le diagnostic que je pose, puis si, oui ou non, mais après ça, comment on s'en sort? Non, vous avez pleinement raison, parce que parfois, avec cette pluralité des choix, qui ne sont pas accompagnés avec une initiation, ni philosophique, ni citoyenne, alors les gens sont dans l'incertitude totale. Et si jamais le choix devait être seulement par un seul critère, le consensus, mais où est la vérité? Est-ce qu'on sacrifie la vérité pour le consensus? Oui, vous avez raison de parler de cet égarement, je dirais, à l'intérieur de la démocratie libérale. Maintenant, pour la question utilitaire, c'est malheureusement, c'est pas la faute à la démocratie libérale, c'est la faute plutôt à la société de consommation et la logique de consommation, la chosification, soit du corps, soit d'autres idéaux. Ça, c'est le malheur. Alors parfois, il ne faut pas mettre sur le dos de disons, la démocratie libérale ou la laïcité ou sur les autres instances, disons, de parole, de concertation, ce qui est propre plutôt à une philosophie économique de consommation. Et sur ce point, vous avez bien raison. L'approche utilitaire pourrait nous aveugler sur l'importance de garder l'humain en tant que tel, le servir, ou de faire un choix, je dirais, par la concertation et non pas par imposition ou par la contrainte d'un petit groupe qui est assez marginal. Mais quand il est marginal, personne ne veut l'écraser. Mais il ne devrait pas arriver au centre et monopoliser le centre du débat. Puisque vous touchez à ce point précis, j'aimerais bien vous entendre sur la manière dont on doit comprendre ce qu'on appelle l'islamophobie. Ça m'apparaît un truc très étrange, c'est très culpabilisant. Est-ce que ça répond ou est-ce que ça évoque vraiment un jugement, je dirais, opportun sur le rapport à l'islam? Il me semble qu'il y a quelque chose d'un peu faussé. Qu'est-ce que vous en dites? Oui, c'est un malentendu assez profond entre beaucoup de musulmans, activistes ou pas, ou communs des mortels, et quelles sont les idées fondatrices et les rouages de la démocratie libérale particulièrement. Qu'on ait une phobie, c'est quand même dans la nature de l'être humain, avoir des phobies. Maintenant, est-ce que cette phobie est dirigée pour l'être musulman, pour mon citoyen, mon voisin, mon partenaire? Ça aussi n'est pas acceptable, même on peut le dénoncer facilement. Mais que cette phobie devient islamophobie, donc une idéologie pour museler toute critique contre le religieux, c'est sortir de ce qui est conventionnel et consensuel et accepté dans la démarche de la sécularisation de l'Occident en général, des démocraties, particulièrement au Québec, au Canada. On a fait tomber le délit de blasphème, à tort ou à raison, c'est pas là le point, mais on est là sur ce point. Alors la question, qu'est-ce que par islamophobie je veux essayer d'interdire ou de mettre entre parenthèses? Est-ce que c'est la critique des textes sacrés? Alors pourquoi privilégier l'islam de cette abstention de critiquer ces textes au moment où c'est permis pour les autres religions bibliques et non bibliques? Alors, c'est un point. Deuxième point, est-ce que on ne fait pas la différence entre la critique analytique des textes, de l'histoire, et on les met sur l'idée qu'on ne va pas toucher à la sacralité de l'islam ou de ces textes. Ici, il y a deux points. Est-ce qu'on a une phobie de l'islam ou des islamistes? Oui. Les islamistes responsables du 11 septembre, responsables des attaques en plein Paris, dans les grandes villes européennes, Belgique et autres. Est-ce que c'est contre cet acte que j'ai une phobie et contre ceux qui ont perpétré cet acte, ou contre l'islam en tant que tel? Si contre ces gens, ça c'est justifié. Contre l'islam, il faut toujours comprendre que l'islam, comme toutes les grandes religions,
pratiquement a une vision qu'on appelle polysémique Oui. ou ambivalente. Alors vous pouvez aller piger dans le texte coranique des appels à la modération, des appels à la non-contrainte dans la religion, la liberté, et vous pouvez piger là où ces actes terroristes ont été justifiés par des appels à la lutte, au combat, et ainsi de suite. Alors c'est pourquoi l'islamophobie, il faut bien l'encadrer, qu'elle ne soit pas une censure ou autocensure, qu'elle soit vraiment peut-être des paramètres où on doit respecter l'humain qui porte cette foi et cette vision, et non pas nécessairement faire des concessions à la critique de toute pensée et de toute sacralité. Le problème avec l'islam en général, on ne sait pas où sont les non critiquables chez lui. C'est ça, il n'y a pas d'orthodoxie, donc... Voilà. Est-ce que le non critiquable, c'est le prophète, par exemple? Donc, on va interdire les satires ou d'autres façons, ou c'est les compagnons du prophète, ou ce sont les califes qui sont venus par après. Alors voilà, il faut dire qu'est-ce qui est critiquable, qu'est-ce qui est non critiquable, et avoir un dialogue autour de ces points pour que nous soyons au même diapason de ce qui se fait dans la démocratie libérale. Oui. Oui, ben, en fait, nous vivons dans on pourrait dire, dans des sociétés laïco-politiques actuellement. Il reste encore sur notre planète des sociétés théologico-politiques. Je pense à l'Arabie Saoudite ou à l'Iran présentement, qui n'a pas toujours été comme ça, mais bon, on est revenu un peu à ça. Il faut dire que la laïcité n'a pas élu domicile dans la grande majorité culturelle des cultures musulmanes ou même des États et des gouvernements aussi. Mais comme vous avez ce point de vue, cette expertise de la cohabitation entre le régime démocratique moderne et la religion, j'aimerais bien que vous me précisiez un peu votre pensée à l'égard des c'est pas toutes les formes de religion sont pas les mêmes. Le christianisme, c'est pas la même chose. On vient de parler de l'islam où il n'y a pas d'orthodoxie. C'est plus difficile de savoir comment cibler qui sont les acteurs qui vont profiter d'une projection plus politique de la religion islamique aux dépens de ceux qui ne veulent pas le faire. Entre le judaïsme, à moins que je ne me trompe, j'ai l'impression que le judaïsme, son prosélytisme n'est pas tant de s'étendre politiquement dans un territoire, mais de s'assurer qu'ils peuvent faire leurs affaires, je dirais, dans d'autres systèmes. Le problème théologique aujourd'hui en relation à la politique, comment vous le percevez? Oui. Au niveau du judaïsme, vous avez raison, c'est pas une religion prosélyte, c'est-à-dire on ne cherche pas nécessairement des convertis. Et aussi au niveau de domination territoriale, toute la lutte est pour la Palestine et c'est là où il y a vraiment un grand différend et un antagonisme assez fort sur le territoire palestinien. Pour le christianisme, depuis longtemps, surtout le catholicisme, a peut-être changé d'avis dans sa, je dirais, fibre prosélytiste. Et l'évangélisation se fait, mais d'une autre manière, et dans les communautés protestantes, et certainement c'est autre chose. Mais pour l'islam, oui, il y a ce qu'on appelle la prédication. Alors, c'est une prédication qui est appuyée par beaucoup de communautés musulmanes, par des États musulmans qui veulent vraiment propager l'islam en le considérant comme la dernière religion, la meilleure et qui englobe tout le message abrahamique. Alors sur ce point, vous avez raison. Maintenant, l'idée, est-ce qu'on peut faire cette distinction entre religion et État et politique? Oui, la mission en terre d'islam apparaît de plus en plus laborieuse. Pourquoi? De deux points, si vous voulez. Le premier, il y a une faction ou un courant. En islam, il y a 3 dimensions qu'on appelle les 3D. D pour din, religion. Un autre D pour daoula, État, et 3e D, dunya pour le monde. Okay, très bien. Alors, ces 3 D sont vus comme unité
organique. Oui. Alors, tandis que les libéraux de l'islam ne le voient pas pareil. Ils voient que oui, la religion musulmane peut être source de légitimité, peut être source d'inspiration, de morale. Et c'est la religion qu'il faut défendre parce que la religion de la majorité. Mais non pas, dans la charia islamique, il n'y a pas vraiment comment gérer un État. Même l'idée de l'État n'est pas un concept coranique. Et sur ce point, ils disent non, il faut faire une double autonomie, si vous voulez, entre l'État et la religion. Pour l'instant, cette approche, comme je disais, elle n'est pas vraiment dominante. Et même si on a beaucoup de frustration de cet amalgame entre État, religion et le monde. Excusez, juste pour suppléer à mon ignorance, puis que ce soit bien clair, cet amalgame État-religion, c'est pas ça qu'on appelle le califat dans la perspective oui. du Coran, non? Alors, vous touchez un point très intéressant. Ceux qui défendent l'idée de sécularisme ou de la double autonomie entre religion et État prennent ce point. Okay. Oui, le califat est une institution où le calife, le successeur du prophète, disons, et lui, il a des obligations religieuses, cultuelles même, et il est le défenseur, le protecteur de la Ummah, de la nation musulmane. Alors ça, c'est un point. Mais on ne remarque pas, et c'est ce que les libéraux le remarquent bien, les rationalistes en islam, que lui, le calife, c'est pas lui qui fait la gestion de l'État, c'est le sultan. Alors, le sultan, c'est l'homme qui est chargé de faire un peu de la politique, de la gouvernance, de l'administration. Donc, il y a déjà une différence où on peut la voir comme fondatrice pour, disons, un État civil, ou un État laïque, ou un État de droit qui n'est pas nécessairement fondé sur la charia. L'autre point, de quelle charia on parle? Oui, c'est ça. Alors, ça, c'est un point. Est-ce que... Une seconde, parce que ça se bouscule dans ma tête, là. La succession du prophète et ceux qui se proclament calife, là, il y a vraiment une généalogie ou c'est un peu n'importe qui? Comment ça marche? Non, à vrai dire, au début, dans les premières décennies, ce qu'on appelle le califat des bien guidés, ça a été plutôt de choisir selon le critère, soit de l'âge avec le premier calife, Abu Bakr, et qui était très proche du prophète, et après ça devient une élection à peu près dans la concertation. Okay. Mais cette idée de succession n'est pas dynastique dans les premières, je dirais, 4 califats. Mais ça va devenir après dynastique. Et ça va changer encore avec l'Empire omeyyade, à titre d'exemple. Mais pour revenir sur ce point, les chiites et les sunnites divergent sur ce point. Pour le chiisme traditionnel, qu'on appelle parfois les alides, les pro-Ali, qui est peut-être la figure la plus impressionnante au niveau de son génie et de sa façon de voir les choses, Ali ibn Abi Talib, le cousin et le mari de la fille bien-aimée du prophète Fatima. Alors, lui, pour les chiites, c'est lui qui méritait la succession et on l'a volé son droit. Okay. Et depuis, il y a ce problème et qui reste à nos jours. Vous avez parlé de l'orthodoxie et de cléricalisme, si vous voulez. Alors, dans le chiisme actuel, il y a vraiment un clergé qui gouverne en Iran. Ah ouais. Et ce sont les ayatollahs. Tandis que le sunnisme n'a pas impliqué le clergé de facto, qui n'existe pas coraniquement, n'existe pas idéalement, mais il est de facto. Alors, ce clergé sunnite n'est pas invité à gouverner. Alors, il est plutôt un support du pouvoir en place. Il lui donne une certaine légitimité. Alors, si je reviens à l'idée, s'il faut peut-être déconnecter ce duo théologico-politique, c'est sur ce point que
les affaires gouvernementales, étatiques, étaient entre les mains de quelqu'un qui n'est pas considéré comme, je dirais, plus ou moins sacré ou sacralisé. Questions, commentaires ou objections, rejoignez Louis-André Richard à repère@le-verbe.com. Mais encore, je dirais, vous venez du Liban, donc vous venez d'un pays où on doit cohabiter entre citoyens, au moins chrétiens et musulmans, et juifs aussi, je pense, pour une part. Concrètement, pour la démocratie québécoise actuelle, vous qui venez d'un autre pays, encore une fois que vous êtes intégré, comment vous percevez les perspectives? Oui, il y a certainement, chez les chrétiens d'Orient en général, les chrétiens libanais en particulier, il y a une frustration de l'échec de l'État post-indépendant. C'est-à-dire, on a promis avec un État d'aller peut-être s'engager, selon les chrétiens qui ont réclamé beaucoup, la fin du colonialisme, la fin des mandats, particulièrement au Liban, le mandat de la France, en Irak, le mandat britannique. Alors ces chrétiens étaient dans la mouvance de libération. Mais après, dans l'échec d'État post-indépendant, dont ils sont responsables, et leur classe politique est responsable, et leurs dirigeants. Alors pratiquement, il y a cette frustration que ce convivium islamo-chrétien a touché un mur. Et ils n'arrivent plus à voir comment leur vie pourrait être dans cette convivialité islamo-chrétienne. Ils voient de plus en plus une domination, soit numérique, de la majorité musulmane, et sinon pas elle est numérique, on voit une islamisation, réislamisation de la culture qui la fait éloigner peut-être des fondements du Liban en 1920, qui est un État civique, le lien de la citoyenneté. On voit de plus en plus une sur-islamisation des musulmans. Et cela apparaît avec un parti particulièrement, le Hezbollah, le parti chiite loyal à l'Iran, ou par d'autres factions sunnites, salafistes ou djihadistes. Alors sur ce point, il y a cette frustration de l'échec d'un modèle libanais. Et quand ils arrivent ici, alors ils ont aussi une impression que est-ce qu'ils ont bien protégé par cette démocratie qui les héberge, qui les accueille, ou ils voient aussi des concessions à l'égard des communautés musulmanes ou d'autres, et ça leur dit que ces Canadiens sont naïfs, ils ne voient pas le danger qui arrive. Alors voilà. Alors, vous êtes d'accord avec eux? C'est-à-dire, il faut dissiper, et je suis respectueux quand il y a des phobies, quand il y a des frustrations, mais comment on va les soulager? Comment on va faire une porte de sortie? Je ne vois pas qu'autre que le dialogue interculturel et interreligieux. Il faut s'asseoir, transparent, être honnête avec soi-même, être honnête avec le partenaire et lui dire là où on est frustré, et essayer de chercher des convergences de valeurs. Et les convergences des valeurs, moi, au Québec, je la vois dans l'offre que le Québec est en train d'appliquer, même avec ce que vous avez déjà signalé, des craquements ici, des changements là, mais il reste, c'est une offre à considérer parce qu'elle a beaucoup des acquis. Elle est tout d'abord, elle assure la paix civile, elle assure la paix citoyenne, elle assure des instances justes et ça peut rendre justice. Alors, en ce sens, je m'engage, non pas un dialogue musulman-chrétien, je m'engage avec un dialogue musulman-chrétien à la lumière de la modernité, à la lumière de la démocratie libérale, à la lumière des instances juridiques, législatives et exécutives qui sont ici. Alors, c'est un dialogue à trois, d'une certaine façon, et je vais jeter un pavé dans la mare. Il me semble, ou je suggère, que le dialogue
musulmans chrétiens, sous l'égide des institutions laïques et démocratiques, n'est possible que si les personnes qui dialoguent comprennent le ressort de leur propre religion. Je vois que les musulmans semblent assez au fait du fait religieux qui les a vus naître, mais je ne suis pas sûr que les Québécois en particulier, pas sûr, je me demande jusqu'à quel point on a su intégrer nos racines chrétiennes pour être capable d'en discuter avec nos interlocuteurs qui sont juifs ou musulmans dans ce cas-ci. C'est le problème des chrétiens occidentaux, si on se permet. Alors, ces chrétiens occidentaux, maintenant, ils sont dans une impasse majeure. Ils n'absorbent pas, comme vous dites, les leçons, les idéaux de leur appartenance culturelle au christianisme, pour ne pas dire leur appartenance pratiquante, cultuelle. Ouais. Alors ça, c'est un point. D'autre point, ils ont un problème dans la communication, parce qu'on a aussi un certain analphabétisme religieux sur ce point. Alors quand il y a le musulman en face, on va le voir comme quelqu'un qui vient peut-être ailleurs, et qu'on n'a pas un langage commun. Pourquoi ? Parce que lui, il ne peut pas se poser comme chrétien et l'autre se pose comme un fidèle de sa foi, de sa religion. Ah oui, ici, on a un fossé à combler. Et soit on le traite avec le musulman simplement comme nous sommes des citoyens appartenant à la citoyenneté laïque, séculariste, sécularisée, soit on traite avec lui en tant que adhérent à une foi, une religion, pratiquement le christianisme. Alors ça dépend comment on va le faire. Est-ce qu'on fait un interculturel ou on fait un dialogue interreligieux? Ouais. Mais d'après si je vous entends bien, le dialogue interreligieux est un peu bloqué là, à cause de l'ignorance pratique des citoyens québécois d'origine, je dirais. Oui, soit on fait des amalgames. Toutes les religions sont bonnes, toutes les religions... Non, il faut essayer de comprendre le parcours, le trajet, les spécificités de chaque foi, de chaque vision du monde, qu'elle soit religieuse ou pas, et non pas essayer de se projeter sur l'autre avec nos propres préjugés, notre propre expérience. Il faut voir le vécu de l'autre et l'accompagner et aussi le comprendre, sans domination ni dominer. Alors ça, c'est un point à régler. Mais sans entrer dans le détail, pour revenir à la question du siècle des Lumières et des bénéfices que ça a apporté, il y a quand même cette idée, en tout cas c'est une idée qui est chère pour moi, là, vous pourrez y réagir, mais que je dirais la beauté du siècle des Lumières, c'est d'avoir surgi d'une culture occidentale chrétienne à son fondement. Donc, le danger de voir ces institutions évoluer de manière totalement autonome sans comprendre le terreau dans lequel tout ça a poussé, ça m'apparaît un peu périlleux. Qu'est-ce que vous en dites? Il est périlleux parce que le siècle des Lumières, comme vous dites, il est incarné. Oui. Il est dans le parcours de cet Occident, depuis le Moyen-Âge, le Haut Moyen-Âge, après, vous connaissez ça mieux que moi, après saint Thomas d'Aquin, avec Guillaume d'Occam, et après sortir tranquillement. Aussi cette connexion avec la philosophie grecque, dont vous êtes l'expert par excellence. Alors sur ce point, oui, l'islam n'a pas connu ce fait. Maintenant, si je me fie aux libéraux de l'islam, Malik Shibl, Mohamed Harkoun, pour ne pas citer beaucoup, ou d'autres qui sont aujourd'hui très, très actifs, alors ils ont eu cette ambition d'un siècle des Lumières islamiques. Mais pour l'instant... Pour ceux qui nous écoutent, là, on parle de gens qui vivent à l'heure actuelle, des contemporains. Oui, certainement. Malik Shibl est décédé il y a quelques années, Mohamed Harkoun encore, mais ils ont leurs propres disciples et beaucoup de gens qui sont assez importants et qui sont dans le panorama, si vous voulez, de la réflexion, comment
interpeller le siècle des Lumières, comment le faire héberger dans le parcours musulman et dans les mentalités musulmanes et chez les élites musulmanes et les décideurs surtout. Est-ce que je vous comprends bien, là, il s'agit pour eux du souhait de voir un siècle des Lumières à venir s'incarner dans l'actualité, parce que ça n'a pas eu lieu avant. Là. Justement. Et on va insister, soit en recourant à l'héritage musulman, aux traditions, de voir par exemple l'importance du rationalisme. À ce moment, on va mettre en relief l'apport, à titre d'exemple, des Mu'tazilites. C'est un courant, le mu'tazilisme, est connu comme soit ils sont les libéraux de l'islam ou les rationalistes de l'islam, sans rentrer dans les détails beaucoup. Et à l'encontre, ils vont dire que celui qui a fait un blocage au rationalisme, à la philosophie, au cogito, en tant que tel, ce sont des fatwas, donc des édits de quelques théologiens ou juristes musulmans qui ont interdit l'acte de philosopher, l'acte de penser, et comme par exemple le fameux Ibn as-Salah plutôt, et ce monsieur est dit, tout celui qui a manipulé la logique ou l'organon, donc il devient hérétique. Alors, le philosophe est par définition hérétique. Cela a fait un grand blocage pour la philosophie en terre d'islam, même actuellement dans quelques points. Mais maintenant, les libéraux de l'islam, les rationalistes de l'islam essaient de se libérer de ce lourd fardeau de considérer la philosophie comme une hérésie. Et sur ce point, il y a cette possibilité. Maintenant, est-ce qu'on va calquer la modernité européenne? Loin de là. Est-ce qu'on va pratiquement essayer de faire sortir une modernité des entrailles de l'islam, de son propre génie? C'est, je crois, la vocation de ces gens-là. C'est leur proposition, en Justement. fait. Oui. Parce que peu de gens savent, je pense, que vous avez vous-même étudié en philosophie au départ. Vos premiers amours d'études. Ça reste un amour. Amour de la sagesse. C'est l'amour de la sagesse. Si j'évoque la chose, c'est que quand on regarde l'histoire de la pensée, comme vous venez de le dire, on invoque souvent Al-Farabi puis Avicenne comme étant des figures marquantes, bien entendu, de la philosophie en milieu arabe, mais ça reste des penseurs qui ont été très marginaux. Tandis que quand on regarde l'histoire de la pensée en Occident, on comprend bien que de la philosophie grecque en passant par la philosophie romaine et par le christianisme, on a vu un ancrage qui a fait en sorte que les choses ont évolué pour donner toute la place qu'on a reconnu à la philosophie jusqu'au siècle des Lumières, puis encore jusqu'à aujourd'hui. Et puis, je me souviens avoir participé à un colloque où vous avez fait une conférence vraiment très intéressante qui portait en partie sur ce point. Il me semble que ces personnes que vous évoquez comme étant les libéraux de l'islam à l'heure actuelle sont des gens qui, à l'heure actuelle, sont encore assez maltraités, non? C'est vrai. C'est vrai. Et ajoutez à votre liste très intéressante Averroès. Averroès aussi, Ibn oui. Rushd. Alors, tout ce monde n'était pas au centre ni de la décision, ni de l'intelligentsia, si vous voulez, dans le sens contemporain. Mais pour revenir à une idée, vous avez dit que peut-être ce siècle des Lumières est un particularisme occidental. Ou, par exemple, oui, vous avez raison, ceux qui ont théorisé la sortie de religieux ou le désenchantement de religieux, ils considèrent que le christianisme est la seule, je souligne ce point, religion qui a permis la sortie de la religion. Et maintenant, pour l'appliquer sur l'islam, il y a eu beaucoup qui ont de la difficulté à le concevoir et même à le voir venir. C'est en ce sens que, à titre d'exemple, celui que vous connaissez, qu'il soit Marcel Gaucher, les écrits de votre ami Pierre Manant signalent ce point, qu'avec l'islam, il faut faire une concession sur quelques aspects pour lui permettre de bien vivre dans ce monde de sortie de la religion, comme on dit. Alors oui, c'est plus difficile. Maintenant, est-ce qu'il y a des gens qui sont intimidés, qui appellent à ce siècle des Lumières, si vous voulez, musulman? Oui. On a vu des assassinats.
Il y a des librons qui ont été assassinés et parfois des emprisonnés. Il y a un qu'on lui a imposé, sans parler dans les noms, on lui a imposé de divorcer sa femme parce qu'il est considéré comme un apostat, ainsi de suite. Maintenant, l'idée de l'apostasie est toujours présente et beaucoup de libéraux de l'islam disent ça ne se fait plus de l'accepter. Mais comme je vous disais, les textes religieux sont ambivalents. On peut retourner au texte et essayer de renverser ce que les traditionalistes, les conventionnalistes ont imposé tout au long de l'histoire de l'islam. Mais comme je dis, c'est un labeur assez difficile. Mais on le voit, on voit des gens qui sont dans ce courant, audacieux, courageux, qui le font. Et à titre personnel, moi j'aime bien les soutenir. Et c'est pourquoi parfois quand je organise des colloques, j'organise sur le siècle des Lumières, et avec des fondations pareilles, et en France et ailleurs, en ce sens. Pour aller dans cette même direction, je dirais, comment nos concitoyens d'origine islamique composent avec cet aspect de la modernité, ce que j'appelle certaines idées modernes, un peu devenue folle. Par exemple, vous l'avez souligné tout à l'heure, toute cette mentalité des gender studies, toute la question du spécisme, où on va considérer l'animal non humain, je dirais, en quelque part parfois avec plus de dignité que l'être humain lui-même. Il me semble qu'il y a des idées là-dedans qui ne sont pas très séduisantes, on va dire, pour quelqu'un qui vient de l'islam, non? Il ne faut pas se cacher que pas nécessairement les musulmans seuls, mais les chrétiens d'Orient, des juifs et d'autres, qui viennent des sociétés soit patriarcales et qui viennent avec des convictions religieuses interprétées selon leur milieu et qui voient mal soit cet effritement de l'ordre patriarcal, ils voient mal cette dérive dans la considération du fait de gommer les différences entre être homme et être femme, au moment où l'homme devrait être vraiment avec beaucoup de grandes qualités impressionnantes, et la femme aussi des qualités impressionnantes, mais gommer les limites, ça c'est mal vu dans ces communautés en général, puisque vous posez la question sur les communautés moyen-orientales, comme on dit, arabo-musulmanes ou asiatiques même. C'est quand même mal vu aussi par un certain nombre d'esprits critiques très occidentaux, dont moi en particulier. Ils ont des alliés, mais peut-être ils ne le savent pas. Voilà. Alors ça, c'est un point. Deuxième point, sur la marginalisation du rôle et de la responsabilité des parents. C'est aussi très mal vu que ces décisions se fassent par un jeune mineur de 16 ans avant qu'il prenne son permis de conduire, d'avoir une conduite dans la vie et qui pourrait être irréversible et qui pourrait être regrettable après 10 ans ou 5 ans ou plus. Alors sur ce point, marginaliser les parents, ça c'est aussi mal vu parce que toujours il y a une autorité parentale très sacrée. Moi, par exemple, la considération de la maman, de la mère, dans ces familles, elle est presque sacralisée partout, dans toutes les régions que je connais. Alors, et dire que le père n'a plus cette autorité s'il l'a manqué par ses propres déviations, ça je comprends, mais s'il l'imposait. Et aussi l'autre point qui est intéressant à remarquer, que ici, soit les ministères de l'éducation imposent comme une vérité, comme une certitude, la théorie du genre, comme vous dites, et non pas comme une théorie qui pourrait être critiquable ou nuancée à un certain moment. Et ça, c'est malheur. L'autre point, et c'est ce qui fait un tollé, je dirais, et des grandes frustrations, même des gens me disaient qu'ils vont quitter le Canada pour ça. Mais oui, ils vont aller quelque part ailleurs. Alors, oui, quand, par exemple... Excusez, mais là, vous parlez de citoyens actuels. Actuels, qui sont là. Qui ont de la difficulté à accepter ce genre de... et qu'ils soient marginalisés et que leurs enfants sont invités à faire une rébellion contre eux ou quelque chose comme ça. Mais
Et le point le plus important, à mon sens, pédagogique, scientifique, c'est quand vous semez dans l'esprit d'un préadolescent, préadolescente ou adolescente, vous lui semez le trouble sur l'identité. Parce que ça, c'est aussi parce que pour lui, c'est une évidence, le sexe. Garçon, fille, c'est fini. Mais après, on va l'accompagner d'une façon à le créer chez lui les soucis, les doutes, les soupçons. Et ça, c'est mal vu parce que cet adolescent va être déséquilibré sans nécessairement avoir le besoin de cette réflexion. Et surtout, elle est imposée par des intervenants et des intervenantes qu'on pourrait soupçonner de porter un agenda quelconque de lobbyisme, de groupe de pression, idéologique. Et ça, c'est très mal vu. Et ça crée vraiment des doutes sur le modèle canadien en tant que tel, le modèle culturel, et surtout avec la polarisation idéologique et politique entre les partis et des élites canadiennes. Alors, je ne sais pas, vous connaissez ça, les choses mieux que moi. Est-ce que je me trompe si je considère que la communauté scientifique n'est pas si éloquente sur ce point? Non, absolument pas. Non, c'est un problème. Oui, parce que nous avons reçu dans un balado précédent Claude Habib qui a écrit un essai sur la théorie du genre qui va justement dans le sens de ce que vous décrivez. Et puis il y a peut-être là une forme de religion politique, une nouvelle forme de religion politique. Puis pour aller dans le sens de la science, bien, on commence à avoir de plus en plus de discours où on va remettre en question, par exemple, le paternalisme dans les sciences exactes, en physique, en mathématiques. Alors, c'est proche du délire à certains égards. Oui. Donc, effectivement, c'est intéressant parce que c'est peut-être... si on crée un vide, par exemple, par rapport à la connaissance de la religion qui nous a vu naître, ben, la nature a horreur du vide. On va produire une nouvelle forme de religion, une religion politique, et c'est peut-être une des raisons pour lesquelles nos concitoyens, d'ailleurs, se sentent moins confortables de venir ici. Là. Oui, parce que déjà, ils ont un choc, ce qu'on appelle l'exculturation de religieux, et particulièrement du christianisme, de l'affaire. Alors ça, pour eux, surtout pour les chrétiens d'Orient, comme pour les musulmans, des juifs aussi, que cette exculturation n'est pas comprise, parce que le religieux est toujours un vecteur identitaire, en plus qu'une conviction, une vision du monde. Et en plus de l'exculturation, aussi, n'oublions pas qu'il y a une cosmopolitisation et une urbanisation, et les gens, parfois, ne trouvent pas des repères là-dedans. Alors, quand vous essayez de leur faire, par de la force, par de la contrainte, c'est une accélération de leur perte de repères, ça va les rendre vraiment il y a un beau déçus. Il y a un beau paradoxe, me semble-t-il. Une certaine portion de nos concitoyens, ceux qui sont les plus militants, vont se battre pour le port du signe religieux sur la place publique, mais en contrepartie, ils vont être heurtés par ces nouvelles idées qui les attaquent de front, si je peux dire. Est-ce que c'est pas un effet pervers du multiculturalisme, ça, ou d'un multiculturalisme qui se cherche? Je m'adresse à vous parce que vous êtes un immigrant, vous êtes venu ici, vous avez été accueilli en terre canadienne avec le bonheur. Moi, j'ai des réserves contre le multiculturalisme, parce que je le vois, il est en train de noyer vraiment la bonne entente citoyenne. Les gens vivent dans des ghettos virtuels ou réels, même sociaux, culturels, et une façon d'archipel. Alors, on a perdu la symbiose, la synchronisation citoyenne, et les gens ne se connaissent pas, ne se côtoient pas que très superficiellement. Et on va voir des restaurants ethniques, des épiceries ethniques, mais cela ne signifie pas qu'on est dans un dialogue profond, une communauté réelle. Communauté réelle qui pourrait nous unir et non pas certainement nous disperser et de nous rendre chacun dans son propre monde, cloisonnement, si vous voulez, intellectuel et social. Alors oui, le multiculturalisme,
je vois de plus en plus ces effets négatifs, ces limites. C'est pourquoi, dans mes écrits, généralement, je crois à une certaine interculturalité, c'est-à-dire qu'on a un pilier de cette interculturalité. Dans le cas québécois, c'est le français et la tradition française, ainsi. Et sur ça, on se greffe pour aller chercher, oui, quelques particularismes, oui, quelques nuances dans notre personnalité, mais on ne va pas se replier sur soi et avoir un repli identitaire, un égocentrisme identitaire qui pourrait nous nuire et nuire à nos enfants lors de notre démarche citoyenne. Et l'intégration et tout. Intégration, certainement. Maintenant, être immigrant, comme vous dites, ou venir d'ailleurs, il a pleinement le droit de critiquer et de demander des changements. Et ça, c'est son obligation, c'est son devoir de le faire. Mais quand vous demandez des changements qui viennent contre qui vous a attiré au Canada, ça devient mal, ça devient difficile. Ah, ça, c'est vraiment la réflexion, je dirais, très pertinente. Un autre paradoxe que ça révèle, la plupart des gens qui vont venir ici vont quitter un régime politique pour, en espérant en trouver un autre qui les accueille sous de meilleurs auspices. Ben, il ne faudrait pas que ça se retourne effectivement contre eux. Oui, c'est une bonne idée. Sami Amoun, le temps passe à une vitesse folle. Vous dire la fierté que j'ai eue d'être votre concitoyen, on se connaît depuis un certain temps et puis c'est un honneur pour moi de partager cette conversation avec vous. Je termine notre entretien, comme je le fais un peu toujours, en vous suggérant le questionnaire de Alan Bloom, philosophe américain, qui demandait à ses étudiants 3 questions très simples, il ne faut pas paniquer. La première, c'est si vous aviez à suggérer, si vous étiez sur une île déserte, là, puis la seule manière de tromper la solitude, ce serait d'apporter un livre, mais vous avez droit qu'à un seul, que vous allez lire et relire, puisqu'il n'y aura pas autre chose. Quel est ce livre et pourquoi? Robinson Crusoe. Bonne idée, ça. Ben oui. Alors, comme ça, vivre seul et comment il faut à un certain moment ne plus vivre seul. Oui, c'est ce que je préfère. Génial. Et puis, je ne sais pas si vous êtes un cinéphile, si vous allez voir des films de temps en temps, mais parmi tous les films que vous avez vus, est-ce qu'il y en a un qui vous apparaît comme étant emblématique? Le film qu'il faudrait voir si on avait un seul film à voir dans sa vie? Pour t'embarrasser, c'est Barbie. Ah, c'est bon, hein, j'ai vu, moi. Oui, oui. Ah, oui. Mais j'aimerais bien un petit développement, cependant. C'est très intéressant comme choix. Pourquoi Barbie? Parce que ça nous interpelle, dire que ce que nous avons comme coutumier, ça peut être vu d'autre part comme non contraignant. Oui, c'est pas emblématique dans mon esprit, mais simplement, moi, les choses qui m'interpellent pour nuancer mes convictions, les approfondir, ça me dit beaucoup. C'est un excellent choix. J'ai vu, moi aussi, avec mon épouse Barbie, puis je trouve qu'il y a quelque chose à la fois de respectueux, je dirais, d'un jouet qui a été celui de nos enfants, et puis en même temps, il y a une remise en question, mais qui est pas négative, là, qui a quelque chose d'intéressant. Alors, oui. Bon choix. Alors, pour Robinson Crusoe, oui. C'est contre l'instinct grégaire. Oui, c'est ça. Et aussi pour Barbie, parce que j'étais offusqué qu'il soit interdit dans beaucoup de pays. Oui, bien, tout à fait. Et dernière question, Alan Bloom se demandait, est-ce qu'il y a une figure, un modèle réel ou fictif, mais quand vous pensez à ce qui pourrait être un personnage ou une personne qui a existé, peu importe, mais un modèle à suivre, inspirant pour vous? Au niveau de la foi, c'est Jésus-Christ, certainement. Chez moi, je vois qu'il m'envoie beaucoup de sens de la vie. Ça, c'est certainement. Et ailleurs, dans le monde de la pensée, Averroès. Ah oui, bien. Et ça m'attire beaucoup dans sa façon de répondre au blocage de la philosophie et de la pensée philosophique. Averroès, si mon souvenir est bon, avait eu le statut de 3e grand sage c'est vrai, dans la tradition. C'est vrai, et il est très inspirant aussi pour même les philosophes occidentaux,
Spinoza et d'autres, et aussi pour le parcours philosophique en Occident. Alors, Sami Aoun, merci beaucoup d'avoir accepté de faire cette conversation. Et puis, j'invite tous nos auditeurs à bien écouter et réécouter toutes ces nuances que vous avez faites pour le... Merci, Louis-André Richard, pour ton amitié et surtout pour tes lumières et ton savoir qui m'inspirent autant et plus. Merci alors. Repère est produit par l'équipe du Verbe Média. 100% indépendant et gratuit, le Verbe a pour mission de conjuguer foi et culture contemporaine. Visitez leverbe.com pour découvrir toutes nos productions et faire un don. Qu'est-ce que Jésus, les multivers, le Seigneur des Anneaux et les couches de bébés recyclables ont en commun? Ils se retrouvent tous au balado On n'est pas du monde. Animé par l'équipe du Verbe Média, chaque épisode conjugue foi chrétienne et culture contemporaine avec intelligence et humour. Abonnez-vous dès maintenant au balado et suivez-nous sur YouTube.